La personne que nous recevons aujourd'hui, c'est d'abord un ami, et c'est quelqu'un, je crois, pour lequel nous avons tous beaucoup d'admiration, pour son abnégation, pour son courage, pour certains de ses défauts qu'il a su transformer en qualité, parce que c'est un garçon qui n'a pas un caractère très facile, et c'est un euphémisme. Je veux évidemment parler de Philippe Karsenty. Alors, Philippe Karsenty, c'est l'homme, notamment, de l'affaire Aldura. Et pourquoi je tenais beaucoup à l'inviter ce soir, pas seulement pour lui rendre un nécessaire hommage, mais pour dire que l'affaire Aldura, ce n'est pas simplement l'affaire Aldura. Ça n'est pas simplement, quel que soit d'ailleurs le regard que l'on porte à cette affaire, la plus grave désinformation des temps modernes, la désinformation qui a entraîné le plus de conséquences épouvantables au Proche-Orient et ailleurs, de drames, de nouveaux meurtres, au-delà de la détestation de l'État juif, mais c'est également une affaire qui transcende même la question israélienne, la question palestinienne, la question juive. C'est une affaire qui devrait concerner tous les amoureux de la vérité, tous ceux qui exigent de pouvoir consommer une information qui ne serait pas corrompue. Parce que l'enjeu de cette affaire, c'est de savoir si une certaine classe médiatique, arrogante, jalouse de ses prérogatives, et qui, à mon avis, représente le premier pouvoir et un pouvoir sans contrôle, va pouvoir continuer ou non à dominer l'opinion publique, à la mystifier, à lui imprégner sa propre vision d'une réalité qu'on trouvait. Et il n'y a qu'à voir les réactions qu'il y a eu lorsque Antenne 2 et surtout M. Anderlin ont été lésés dans leur majesté en n'obtenant pas la tête de M. Karsenty, pour voir avec quelle morgue, à nouveau, les pétitionnaires, ceux que j'ai appelés les bétitionnaires, ont justement indiqué comment ces pelés, ces galeux, se sont permis de nous expliquer à nous, les grands spécialistes, ce qu'était l'information, ce qu'était une information honnête. L'enjeu, c'est cela. Alors l'enjeu, c'est pas seulement l'enjeu judiciaire qui va se poursuivre à travers le pourvoi en cassation de France 2, c'est également de savoir si la quête de Philippe Karsenty va ou non pouvoir se réaliser, parce que aujourd'hui Philippe a repris son bâton de pèlerin et il veut pouvoir obtenir des médias de ce monde le droit de pouvoir présenter sa thèse, de pouvoir la présenter le plus loyalement possible. Et je pense que ce sera une des grandes questions de son actualité d'aujourd'hui. Il me semble que la cause est loin d'être entendue, puisque les potentats de ce pouvoir sans conteste, eh bien, pour l'instant, s'y refusent. Et je crois que dans cette histoire, Philippe Karsenty reste malheureusement encore un homme trop seul. Trop seul, y compris au sein d'un certain établissement qui se voudrait pro-israélien. Donc je crois qu'il va vous l'expliquer ce soir, et donc je lui passe la parole. Bienvenue. Merci beaucoup. Alors, je voudrais d'abord remercier beaucoup, te remercier William, je vous remercie tous, et je suis vraiment très, très heureux d'être chez France Israël. C'est la deuxième fois que vous m'invitez, et c'est vrai que c'est très dur, il y a des moments où c'est dur, mais ça fait chaud au cœur d'être invité ici. Merci de tout cœur.
Alors, je voudrais vous demander une chose. C'est la première fois qu'on vous le demandera avant une présentation. Surtout, n'éteignez pas vos téléphones portables. J'en ai besoin pour ma démonstration. Donc, laissez-les allumés. Vous comprendrez dans quelques minutes pourquoi il faut qu'ils restent allumés. Ça marche pas. Alors, Bouygues, en tout cas, ça marche. Moi, j'ai Bouygues, ça marche. D'accord ? Alors, donc, vous connaissez donc tous l'histoire donc de Mohamed Al-Noura. Selon la version officielle donnée par France 2, ce jeune garçon arabe a été tué le 30 septembre 2000 par l'armée israélienne intentionnellement. C'était donc le début de la seconde intifada. C'est donc cette image qui a embrasé la guerre au Proche-Orient, et c'était aussi, et surtout j'insiste, un an avant le 11 septembre, un an avant que le monde musulman rentre en éruption. Alors ça fait maintenant 9 ans, quasiment, parce que ça fait pratiquement 9 ans que ça dure, mais ça fait pratiquement dès les semaines qui ont suivi, il y a des gens qui ont questionné ce reportage, qui se sont dit, mais est-ce que c'est sérieux? Est-ce que c'est la réalité? Il y avait des gens en France, en Allemagne, en Israël, aux États-Unis, dans le monde entier, qui ont fait un travail remarquable et qui m'a ouvert la voie, puisque je vous rappelle que je n'ai absolument pas découvert la mise en scène, c'est Nahum Shaf, le chercheur israélien, qui a fait ce travail de découverte. Alors pour tout ce qui est nom propre et choses comme ça, à la fin, vous verrez mon email apparaître, et si vous avez des questions, vous pouvez m'envoyer l'email et je vous donnerai toutes les orthographes, parce que ce sera plus simple. Alors, donc ils ont fait un travail remarquable, moi j'ai poursuivi l'enquête. J'ai prolongé, je suis allé un petit peu plus loin, j'ai rassemblé des nouveaux documents et je suis arrivé à la conclusion de ce qui n'est plus aujourd'hui une thèse, mais reconnue par les écoles de journalisme, par les universités et maintenant par tous les professionnels des médias qui ont découvert ce que je vais vous montrer, plus une thèse mais une démonstration. Alors, on est limité par le temps, puisque ce que je vais vous proposer ensuite, c'est qu'il y aura des questions, je vais vous laisser poser des questions, mais je vais vous présenter environ 30% des éléments de preuve dont on dispose. J'ai essayé de rassembler ça de façon le plus synthétique possible, pour vous montrer à quel point ce reportage pose des problèmes. Il y a aussi une chose à préciser avant de commencer, d'avancer un petit peu plus loin, c'est que 100% des documents que vous allez voir là ont été validés même par nos adversaires et par la justice française. C'est-à-dire qu'aucun document n'a jamais été récusé par qui que ce soit, ni en justice, ni dans les écoles de journalisme, partout. Ces documents sont authentiques et authentifiés. Alors, avant de commencer à dérouler la présentation, je voudrais vous expliquer un peu comment on va procéder. Alors, donc, d'abord, il faudrait qu'on arrive un tout petit peu à baisser. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave, on n'en a pas besoin. Donc on verra donc d'abord le reportage de France 2. Ensuite, on va voir l'exploitation mondiale de ce reportage. On verra qui sont les principaux protagonistes de l'affaire. La version des faits que France 2 a défendue et continue à défendre à ce jour. L'historique de l'enquête Al-Noura. Donc savoir un petit peu sur 9 ans tout ce qui s'est passé, mais de façon synthétique. Les sources que nous avons utilisées et la méthodologie que nous avons employé pour démontrer ce que vous allez voir. Et enfin, 8 questions-réponses qui démontrent l'incohérence de la version de France 2. Et pour conclure, les toutes dernières découvertes de l'enquête. Alors, je vous propose maintenant de regarder le reportage qui a été diffusé par France 2 le 30 septembre 2000. Si on pouvait éventuellement éteindre les lumières, ce serait encore plus fort. Voilà, merci beaucoup. Attendez. 15 heures, tout vient de basculer près de l'implantation de Netzarim dans la bande de Gaza. Attendez, je vous propose d'augmenter le son un petit peu parce qu'autrement. Je peux poser une question, pardon. Alors attendez, J'ai demandé que les portables restent ouverts. Si jamais ils sonnaient, qu'est-ce qu'on fait? vous les éteignez le plus vite possible. Vous le mettez en Mais silence. alors oui, non, vous les laissez allumer, mais vous les éteindrez le plus vite. Dès qu'il sonnera, vous les éteindrez le plus vite possible. Je vous expliquerai après pourquoi c'est important. La fréquence que vous voulez obtenir, ça. Vous allez voir ce que je vais vous montrer. Pour le reste, donc pour tout ce qui est questions, bon ça c'est tout à fait pertinent, mais pour toutes les questions, j'y répondrai bien évidemment à la fin, donc je vous invite à les noter et on y répondra tous ensemble. Alors. Attendez. 15 heures, tout vient de basculer près de l'implantation de Netzarim dans la bande de Gaza. Les Palestiniens ont tiré à balles réelles, les Israéliens ripostent, ambulanciers, journalistes et simples passants sont pris entre deux feux.
Ici, Jamal et son fils Mohamed sont la cible de tirs venus de la position israélienne. Mohamed a 12 ans. Son père tente de le protéger. Il fait des signes, mais une nouvelle rafale. Mohamed est mort et son père gravement blessé. Alors, donc voici la dernière image du reportage. Alors, ce que je vous propose maintenant, c'est de regarder l'exploitation mondiale de ce reportage. Il y a bien évidemment beaucoup plus d'éléments qui existent, mais j'ai voulu vous montrer une variété, une diversité de comment ça peut être exploité. Là, ce que vous allez voir, c'est une cassette de recrutement de Ben Laden. N'oubliez pas, le 30 septembre 2000, c'est un an avant le 11 septembre. يا فدا ناظرين كل جبار راح من قلب برزخ يتوعد يا صبيا مات في ايدي اليهود لا تنادينا Alors voilà, ça c'est un dessin qui est apparu dans la presse anglaise. Donc vous voyez Ariel Sharon qui tue le père et l'enfant. Ça, c'est un timbre tunisien, un timbre égyptien et 2 timbres jordaniens. Alors, j'ai des pays bien plus hostiles à Israël qu'il y en a aussi, comme par exemple l'Iran, mais j'ai voulu vous montrer 3 pays qui sont considérés comme des pays modérés dans la sphère du Proche-Orient. Ça, c'est le ministère de la Santé dédié au martyr Mohamed Al-Doura, c'est à Gaza. Ça, c'est la rue Mohamed Al-Doura à Tunis. Ça, c'est la robe d'un couturier saoudien, où on voit le dessin du petit Mohamed et de son père, avec le sang qui coule. Alors là, vous allez voir, c'est un extrait de la vidéo de la décapitation de Daniel Pearl. Vous ne verrez bien évidemment pas la décapitation, mais vous allez voir que la justification de l'assassinat de Daniel Pearl est faite à partir de la pseudo-mort de Mohamed Al-Doura. Der amerikanische Journalist Daniel Pearl war Jude. Seine Henker zwangen ihn, Israel als Kindermörder anzuprangern. Wenige Minuten später trennten sie ihm vor laufender Kamera den Kopf ab und stellten die Bilder ins Internet. Voilà, donc vous voyez avec derrière comme justification, et donc il explique que son père est juif, que sa mère est juive, et on voit derrière l'image de Mohamed Al-Doura. Donc ça, c'est un poster au Liban. Vous voyez la taille de cet enfant. Vous voyez ici le drapeau du Hezbollah, l'emblème du Hezbollah. Vous pouvez imaginer la taille de ce poster. C'est assez colossal. Donc ça, c'est un immeuble à Téhéran. Donc, vous pouvez aussi imaginer la taille de cette image. Ça, c'est donc bien évidemment la fameuse comparaison de Catherine Ney qui avait dit que l'image du petit Mohamed Al-Doura efface l'image de l'enfant au ghetto de Varsovie. Et ça, c'est la place principale de Bamako, la capitale du Mali en Afrique noire, qui s'appelle la place de l'enfant martyr de Palestine. Alors, toutes ces images-là sont très intéressantes parce que souvent, pendant toutes ces nombreuses années où justement, comme le disait William, j'ai un peu saoulé tout le monde et j'ai été un petit peu agressif pour dire que c'était important, on m'a toujours dit « oublie et tout le monde oubliera ». Et moi je leur ai dit non. Enfin, pas William le savait aussi, mais je veux dire, les gens qui m'étaient assez hostiles disaient non, mais on s'en fiche, ça n'a aucune importance. Et moi, je passais mon temps à leur dire, depuis 7 ans, non, c'est une image historique. Donc voilà pourquoi ça reste et c'est historique. Alors maintenant, je voudrais vous montrer quelque chose de plus récent. En juin 2009, vous vous souvenez qu'il y a eu des émeutes en Iran, et il y a eu une jeune fille qui a été filmée par un téléphone portable, et qui s'appelle Neda, et qui est devenue l'emblème de cette mini-révolution. Je voudrais vous montrer 3 extraits de journaux. Le premier, c'est le Financial Times. Les images d'un Palestinien tué à Gaza par l'armée israélienne en 2000 auprès de son fils de 2 ans est gravée dans la mémoire des Iraniens. Donc c'est pour dire que les Iraniens, de la même façon, ont vu Mohamed Al-Doura et maintenant vont faire la même chose avec Neda, ce sera gravé. Ça, c'est le Financial Times, qui n'est pas forcément un journal très forcément anti-israélien. Je vais vous en montrer un autre qui s'appelle Ma'ariv.
Une jeune femme abattue par un sniper en plein jour, mourant devant les caméras. Il suffit de se souvenir de ce qui s'est passé avec Mohamed Al-Doura et de son impact planétaire. Le fait qu'une enquête indépendante ultérieure ait remis en question l'origine des tirs qui ont touché Al-Doura n'a rien changé. Donc ça, c'est Maarif, c'est un journaliste israélien. C'est un journaliste très connu qui s'appelle Ben Dror Yemeni, et il se trouve que c'est un de mes amis qui a assisté déjà à 2 de mes conférences. Et dans Maarif, il a écrit un article pour expliquer que le reportage Al-Doura était une pure et simple mise en scène et que l'enfant avait été tué ni par les Israéliens ni par les Arabes. Donc c'est ça qui est intéressant de voir, c'est que malgré le fait qu'il l'a écrit lui-même, et je l'ai appelé après pour lui dire, mais si on mettait 2 articles l'un en face de l'autre, il y en a un qui contredit l'autre. Donc malgré le fait qu'il sait que c'est faux, il ne peut pas s'empêcher et il écrit quand même cela. Alors maintenant je vais vous montrer un journal, on va dire encore plus, entre guillemets, pro-israélien, qui s'appelle le Jérusalem Post. Mohamed Al-Doura, un jeune Palestinien tué au premier jour de la seconde intifada et qui est devenu l'icône du soulèvement palestinien. Alors, ce qui est pathétique là-dedans, c'est que Jérusalem Post, lui, est le journal qui nous a quasiment défendus depuis le début et qui continue à écrire que nous avons raison, et pour autant, il répète ce genre de choses parce que c'est gravé dans les mémoires, même de ceux qui voudraient que ce soit effacé. Alors, on va voir maintenant qui sont les principaux protagonistes. Donc d'abord, il y a Talal Abou Rahma, c'est le caméraman. Il vit à Gaza, c'est lui le seul qui a filmé les images. Et à l'époque, il travaillait pour France 2 et pour CNN. Ensuite, il y a Charles Anderlin, qui est le journaliste qui a monté et commenté les images. Il n'était pas sur place, il était à Jérusalem, et c'est lui qui, personnellement, une fois que son reportage, il l'a monté, c'est-à-dire qu'il en a fait les... Voilà, pardon, excusez-moi. Qu'il en a fait les cassettes, est allé, vous savez, les chaînes de télévision étaient toutes dans le même immeuble. À l'époque, il y en a certaines qui ont changé d'immeuble maintenant, et il est allé personnellement remettre la cassette en main des gens qui étaient des autres chaînes de télévision, en leur disant « c'est gratuit, diffusez-le », puisque France 2 a affirmé ne pas vouloir faire d'argent avec la mort d'un enfant et a offert gratuitement ces cassettes au monde entier. Et enfin, Jamal Al-Doura, le père de Mohamed Al-Doura, puisque lui, selon la version de France 2, n'est pas mort et a reçu 12 balles et était grièvement blessé. Alors, maintenant, on va voir où se sont passés les faits. Le carrefour de Netzarim. Alors, le carrefour, ça, c'est un dessin qui a été fait donc par Talal Abou Rahma, le caméraman, au Centre palestinien des droits de l'homme, 3 jours après les faits. Il a fait un dessin et une déclaration pour expliquer aux gens comment ça s'est passé, avec une déclaration sous serment. Il a donc fait un dessin assez fidèle des faits. Il a décrit donc le mur avec le baril, le père et l'enfant. Lui s'est décrit ici protégé par une voiture en train de filmer. Et là, il a montré le fortin israélien, un grand fortin israélien, avec une distance approximative de 80 mètres. Donc il explique que les Israéliens ont tiré sur le père et l'enfant, mais que lui n'a pas pu être, a été protégé par la voiture abandonnée. Alors ça, c'est une autre version des faits, mais qui ressemble vraiment à ce qu'il a fait, ce qu'il a dessiné, puisque vous voyez, c'est une photo aérienne où on voit la position israélienne, le mur, en gros plan, le baril, là, vous voyez, et vous voyez cette distance. Quand je l'ai montré aux Israéliens, ils m'ont dit que la distance était plus proche de 100 mètres que de 80 mètres. On peut dire en gros que c'est entre 80 et 100 mètres. Et vous voyez, les angles sont respectés à peu près, c'est-à-dire qu'on sait qu'il y a un angle entre l'un des 2 points du poste israélien, il y a entre 30 et 35 degrés par rapport au mur. Alors, la version des faits de France 2. Les soldats israéliens ont tiré sans discontinuer sur le père et l'enfant pendant 45 minutes. Donc, pour que vous vous rendiez compte, la fin de ma présentation visuelle aura lieu avant 45 minutes. Donc si vous le faites démarrer maintenant, imaginez qu'à partir de maintenant, les soldats tirent sans discontinuer jusqu'à la fin de ma présentation. Les soldats se trouvaient à une distance de 80 mètres, donc c'est tiré pendant 45 minutes à 80 mètres. Le père a reçu 12 balles et a été grièvement blessé, tandis que le garçon a reçu 3 balles et en est mort. Alors, la chronologie de l'affaire. Alors, donc, voilà, donc vous allez le voir tout en haut. Donc le 30 septembre 2000, donc, les reportages sont diffusés par France 2. Alors, dès le lendemain, l'armée israélienne a reconnu les faits. Le 3 octobre, comme je vous l'ai dit, le caméraman est allé au Centre palestinien des droits de l'homme et a fait une déclaration sous serment en disant avoir filmé 27 minutes de l'accident et pendant que les Israéliens ont tiré pendant 45 minutes sur le père et l'enfant. Alors, ces 27 minutes, ce sont les fameux rushs dont on parle tout le temps et que France 2 a conservé pendant plus de 7 ans sans les montrer. Alors, comme je vous disais, Talal Abou Rahma travaillait pour CNN au moment des faits
en 2000, et il a envoyé ces images à CNN. Sauf que CNN a refusé de diffuser les images en demandant des garanties d'authenticité du reportage qu'ils n'ont jamais obtenues. Alors, je vais vous dire juste qui était le chef du bureau de CNN à Jérusalem qui a refusé de diffuser les images. Il s'appelle Mike Hanna, et c'est aujourd'hui le chef du bureau de Al Jazeera en Israël. Donc on ne peut pas considérer que ce soit un journaliste ultra-sioniste. Alors, donc, dès novembre 2000, on a donc l'enquête de l'armée israélienne qui décline toute responsabilité dans la mort de l'enfant et qui dit on ne sait pas qui a tué l'enfant, mais en tout cas c'est pas nous. Cette image cette enquête est passée totalement inaperçue et n'a absolument pas été reprise dans les médias, si ce n'est pour se moquer d'elle. Alors, il ne s'est pas passé grand-chose pendant l'année et demie qui a suivi, et en mars 2002, la télévision publique allemande a diffusé un documentaire assez révolutionnaire à l'époque qui disait Mohamed al-Doura n'a pas été tué par les Israéliens, mais il a été tué par une balle perdue palestinienne, donc ce qui voulait dire que les Israéliens n'avaient aucune chance d'avoir pu atteindre le père et l'enfant. Donc moi c'est à partir de ce moment-là que j'ai commencé à m'y intéresser et à m'y investir pleinement, c'est donc en avril 2002. Donc j'ai déjà fini j'ai fini un septembre. Alors, rien de décisif s'est passé pendant les 2 années qui ont suivi. J'ai essayé partout, à droite, à gauche, d'aller voir les télévisions, j'ai vu les gens de France 2, du plus bas au plus grand, j'ai vu tout le monde. Personne ne voulait s'intéresser à ces images-là, j'ai même vu les gens de TF1, ça n'intéressait absolument personne. Donc, en novembre 2004, au bout de 2 ans et demi, j'en avais un petit peu assez, et je me suis dit, on va essayer de provoquer France 2, puisque France 2 nous traite par le mépris, ne répond même pas à nos injonctions, et dit simplement, si quelqu'un dit que c'est une mise en scène, nous l'attaquerons en diffamation. Donc j'ai publié un article sur mon site d'analyse des médias qui s'appelle Media Ratings, en disant, voilà, j'accuse France 2 d'avoir diffusé une mise en scène le 30 septembre 2000, voici l'adresse de ma société, si vous voulez nous attaquer en diffamation, vous êtes les bienvenus. Ça a parfaitement fonctionné, puisque France 2 m'a attaqué en diffamation 2 semaines plus tard, et c'est donc ce qui a déclenché véritablement mon entrée dans l'histoire Al-Doura. Alors, le procès a démarré en septembre 2006. Alors, dans ce procès, moi, j'ai présenté des preuves, pas aussi développées que vous allez voir là maintenant, mais j'ai présenté une démonstration et j'ai expliqué avec des témoignages que le reportage était mis en scène. Pour leur part, France 2 n'ont absolument pas fait de contre-démonstration. La seule chose qu'ils ont faite, c'est qu'ils ont dit « Nous sommes une télévision d'État, nous sommes la télévision publique, nous ne faisons pas ce genre de choses. » Et ils ont ajouté un autre document. Au revoir. Et ils ont ajouté un autre document qui était un autre document qui était une lettre de Jacques Chirac qui certifiait que Charles Anderlin est un journaliste tout à fait crédible. Alors, à la fin de mon procès, le procureur a demandé ma relaxe en disant que j'avais apporté des preuves convaincantes et suffisantes de la mise en scène. Et 1 mois plus tard, j'ai été condamné pour diffamation avec, donc, je pense que la lettre de Jacques Chirac a eu une influence, mais l'argument massu qui était répété 5 fois dans le procès, dans le verdict, c'était Karsanti n'a pas reçu le soutien des autorités officielles israéliennes, principal intéressé par l'affaire, cela prouve que Karsanti a tort. Donc c'était l'argument qui a été utilisé par la justice et qui m'a été très très souvent opposé. Alors, j'ai immédiatement fait appel de cette décision de justice et en septembre 2007, il y a eu le procès en appel qui a démarré. On n'aurait dû avoir qu'une seule séance, sauf que les juges ont commencé à se rendre compte du fait qu'il y avait un problème sur les images de France 2 et ont dit attendez, on veut voir les rushs. Donc ils ont interrompu le procès, ils ont demandé à ce que France 2 communique les 27 minutes de rush. Alors on est arrivé donc 2 mois plus tard au visionnage des rushs. Au lieu de présenter les 27 minutes de rush, France 2 est arrivé avec 18 minutes. Et donc dans ces 18 minutes, ils ont coupé 9 minutes, mais malgré cela, je dirais que tout ce dont on avait besoin était disponible dans ces 18 minutes. Alors 3 mois plus tard, on a les plaidoiries finales, ça dure 7 heures, il y a Charles Anderlin qui est là, qui était aussi venu au visionnage des rushs, et il y a aussi Arlette Chabot. C'est donc une grande bataille d'arguments et contre-arguments, sachant que moi j'ai présenté une partie de la démonstration que vous allez voir là, et que France 2 a présenté 15 minutes d'images qui n'ont pas emporté, je dirais, la conviction des juges.
Alors, l'avocat de France 2, qui s'appelle Francis Spinner, ce jour-là, a dit que j'étais le croisement de Robert Forisson, le négationniste, et de Thierry Messant, celui qui a attribué les attentats du 11 septembre au Mossad. Alors, malgré toutes ces gentillesses, j'ai été relaxé le 21 mai 2008 par la Cour d'appel, avec des attendus extrêmement sévères pour France 2. Et je voudrais juste vous dire ce que ça me donne, le droit que ça me donne. Ça me donne le droit de dire sans aucun risque juridique, de publier ou de dire sur une radio ou une télévision que France 2 a diffusé le 30 septembre 2000 un faux reportage, une série de scènes jouées, une mise en scène, une pure fiction, une mascarade qui déshonore la France et sa télévision publique, une imposture médiatique. Alors, je tiens à préciser que l'enjeu du procès n'était en aucun cas de dire est-ce que le reportage est une mise en scène. C'était véritablement de savoir est-ce que moi j'ai diffamé, puisque ce n'était pas France 2 qui était poursuivi, mais moi qui étais poursuivi. Ok. Donc maintenant, ce droit, je l'ai. Alors sachez qu'une semaine après l'arrêt de la Cour d'appel, il y a eu la pétition du Nouvel Observateur qui était assez phénoménale, qui était signée en gros par une très très grande majorité des journalistes français, de très nombreux intellectuels et politiques français aussi. Si vous voulez des noms, je peux vous en donner, des gens comme Jacques Attali, Jack Lang, Serge Moretti, toute la presse possible, imaginable française. On a aussi beaucoup d'Israéliens qui ont signé ça. Et je vous donne quelques extraits de cette pétition. Voilà 7 ans que Philippe Carcenti tente de présenter comme une supercherie et une série de scènes jouées le reportage de Charles Anderlin montrant la mort de Mohamed Al-Doura, 12 ans, tué par des tirs venus de la position israélienne le 30 septembre 2000. Là, je saute quelques lignes et je vous dis cet arrêt qui relaxe Philippe Carcenti nous surprend et nous inquiète. Il nous surprend car il accorde la même crédibilité à un journaliste connu pour le sérieux et la rigueur de son travail, qui fait son métier dans des conditions parfois difficiles, et à ses détracteurs engagés dans une campagne de négation et de discrédit. Vous avez entendu le mot négation, donc c'est toujours la même chose, le négationnisme. Alors, donc pour leur part, France 2 et Charles Anderlin continuent toujours à nier la mise en scène. Ils se sont pourvus en cassation. Alors, la Cour de cassation ne règle que les aspects techniques du procès, ce n'est pas le fond de l'affaire. Et si vous voulez le fond de ma pensée sur la Cour de cassation, je me bats de toutes mes forces pour gagner cette bataille en Cour de cassation. Pourquoi ? Parce qu'une fois qu'on l'aura gagné, on pourra passer à autre chose. Mais si je perds, ce n'est pas si grave que ça, puisqu'on aura perdu sur des arguments techniques et on sera renvoyé vers la Cour d'appel. Si on est renvoyé en Cour d'appel, on pourra faire un peu de mousse médiatique et on pourra montrer encore, devant plus de monde, le mensonge de France 2. Donc il ne faut pas être inquiet par cet arrêt de la Cour de cassation quand il viendra. Alors, dans les événements qui ont suivi, on va bientôt arriver à la présentation, en septembre 2000, il y a eu Patrick Gobert qui a été nommé par le PDG de France Télévisions et le président du CRIF à la tête d'une commission destinée à déterminer si le reportage de France 2 était authentique. Voilà. Et alors, France 2, pendant 1 an, a refusé de coopérer. France 2 a refusé toutes les propositions que lui ont faites le CRIF, c'est-à-dire le CRIF leur a remis des pages et des pages de mode de fonctionnement. Ils ont toujours balayé ça d'un revers de la main. Et plus récemment, le président du CRIF a fait une petite proposition au président de France Télévisions qui était de faire venir le père de l'enfant pour faire analyser ses blessures pour voir si elles correspondent aux accusations de France 2. Le président de France Télévisions a accepté, mais il n'est pas allé plus loin et a refusé. En fin de compte, l'objectif de France 2 dans cette affaire-là, c'est toujours de gagner du temps en se disant écoutez, on accepte ce qu'on doit accepter, on ne fait rien et on voit ce qui se passera. Alors, donc, la bonne nouvelle, c'est que Richard Praskier s'est retiré de cette pseudo-commission pendant cet été, a envoyé un courrier à France Télévisions pour leur dire que visiblement, ce n'était pas, comme ils ne veulent pas coopérer, 1 an de rien faire, ça suffisait. Alors, dans les bonnes nouvelles, il y en a eu une qui est venue en mars 2009, qui est la diffusion par l'ARD, la télévision publique allemande, du 2e reportage sur l'affaire. Vous avez vu 7 ans plus tard, mars 2002, mars 2009. Là, c'est très intéressant parce que ces gens-là sont arrivés aux mêmes conclusions que nous et ont même apporté des preuves supplémentaires que je vous montrerai. Et alors, on va arriver sur ce qui s'est passé. Alors, juste pour que vous sachiez, ce documentaire allemand n'a quasiment pas été mentionné en France, mais vraiment, même pas dans les médias juifs.
Bien évidemment, France 2 n'en a jamais parlé. France 2 a menacé d'attaquer en diffamation les journalistes allemands qui lui ont dit vous êtes les bienvenus, mais bien sûr ils n'ont rien fait. Et alors là, je rentre d'Israël et la très très bonne nouvelle, c'est que la télévision publique israélienne, la chaîne numéro 1, a acquis les droits du documentaire et va la diffuser. Donc c'est un point très important parce qu'il faut comprendre une chose, c'est qu'en Israël, quand on vous parle de l'affaire Al-Doura, ça vous dit quelque chose. En Israël, ça commence à leur dire de plus en plus de choses, mais on a encore vraiment besoin de parler aux masses, ce qui n'a pas encore été fait. Donc c'est pour nous très important. En octobre, c'est quelque chose de très important qui devrait arriver. Alors, je voudrais vous dire quelque chose d'autre. Oui, comme je vous disais aussi, je reviens aussi d'Israël, la nouvelle administration israélienne nous est aussi beaucoup plus favorable pour ce qui concerne, je dirais, le fait de lutter contre les mensonges. Je ne sais pas si vous vous souvenez qu'il y a eu récemment un mensonge aussi en Suède, où un journal suédois accusait les Israéliens de tuer les enfants, enfin les Palestiniens, pour leur prendre des organes et les revendre. Donc il y a eu une prise de conscience du fait qu'il fallait commencer à lutter contre ces accusations barbares. Enfin, alors là c'est la nouvelle qui m'a estomaqué pour mon 14 juillet. C'était donc le 14 juillet 2009. Charles Anderlin a obtenu la Légion d'honneur. Alors, au protocole exactement des affaires étrangères. Ça lui a été remis par le consul de France à Jérusalem. Le consul de France à Jérusalem n'est en aucun cas celui qui parle aux Israéliens, mais c'est celui qui parle aux Arabes, à la partie arabe. Et alors, j'ai récemment rencontré un haut fonctionnaire du ministère des Affaires étrangères, et je voudrais vous raconter, parce que je lui ai dit que j'étais un petit peu attristé par cette promotion. Et il m'a répondu, parce que il m'a répondu une phrase qui m'a estomaqué. Il m'a dit, mais écoutez, ça fait 25 ans qu'il travaille pour nous. Alors moi, j'avais encore l'idée qu'un journaliste travaillait pour d'abord son média, ensuite pour son public. Non, le ministère des Affaires étrangères considère qu'il travaille pour eux. Et alors, dans un email, ensuite il m'a répondu, ça c'était à l'oral, et dans un email il m'a dit, Charles Anderlin m'a toujours paru être un grand professionnel, mais je comprends que vous estimez être en possession de preuves accablantes dans cette affaire. Donc voilà un petit peu où on en est au niveau du ministère des Affaires étrangères. Donc avant de lancer la présentation, donc pour ma part, je vous explique ce que je fais. Moi je parcours les endroits où on veut, je vais partout où on m'invite, donc invitez-moi, je viendrai. Et j'essaye de montrer, donc merci encore à France Israël de m'inviter, ça me fait très plaisir. Je vais partout où on m'invite pour essayer de montrer les conclusions de l'enquête Al-Doura et pour convaincre le plus de monde possible. Parce que l'objectif final de cette affaire, c'est quoi? C'est pas de gagner un procès, puisque le procès, c'est moi qui m'y suis jeté dedans, c'est moi qui ai voulu être poursuivi, donc gagner le procès n'est pas une finalité. L'objectif final, c'est de contraindre France 2 à reconnaître la mise en scène. Voilà, donc sachez quand même une chose, que si en France, on vous semble totalement, les médias vous semblent totalement hermétiques à l'histoire, à l'étranger ça marche. Je suis invité dans les forums de journalistes dans le monde entier, je pars en Inde au mois de décembre, invité par l'Association mondiale des journaux, pour raconter ça devant les journalistes de la terre entière. Il y aura aussi des journalistes français, mais ne comptez pas sur eux pour le voir dans les médias français. Et ce que je veux dire, tous les médias internationaux savent qu'il y a un problème en France avec cette affaire-là. Voilà un petit peu donc la présentation chronologique. On va arriver donc à la source et la méthodologie. Alors, j'insiste encore une fois, toutes les sources que je vais vous montrer là, aucune d'entre elles n'a jamais été contestée par qui que ce soit. C'est essentiel pour bien comprendre la démonstration. Alors, d'abord, on a utilisé les images diffusées par France 2, ensuite les 18 minutes de rush de France 2, donc les 18 sur 27, la déclaration de Talal Abu Rahma au Centre palestinien des droits de l'homme, les images tournées par Associated Press et Reuters le même jour au même endroit, les interviews de Charles Anderlin et Talal Abu Rahma réalisées par l'ARD, les recherches effectuées par l'ARD, donc l'ARD c'est toujours la télévision publique allemande, des interviews de Canal+, et des expertises balistiques, médico-légales, biométriques et même graphologiques. Voilà. Alors, la version des faits donnés par France 2 est-elle crédible? C'est vraiment la question à laquelle on va essayer de répondre maintenant à travers 8 questions. 8 questions. Voilà. Donc, première question, le contexte. Qu'est-ce qu'on tournait le jour même au carrefour de Netzarim? Alors, vous voyez là, donc là c'est le fortin israélien, vous voyez le drapeau. Vous allez voir donc cette scène. Hop. Il faut juste que l'image revienne, je vois qu'il y a un petit décalage. Donc regardez, donc là on est bien devant le fortin israélien, avec la taille du fortin de
Là, le garçon est porté, il va tomber. On appelle l'ambulance. L'ambulance va arriver assez vite. Les caméramens commencent à arriver pour filmer. L'ambulance s'ouvre. Vous voyez qu'il y a déjà 3 caméramens qui filment. Et regardez ce garçon, pendant qu'on met son copain dans l'ambulance, il part en souriant, en tournant le dos israélien, et il applaudit. C'est quand même étrange. Voilà. Et vous voyez, face au fortin israélien, on voit un homme avec une arme automatique et un treillis. Et il ne semble absolument pas craindre les Israéliens. Alors, on va voir maintenant une deuxième scène, tournée toujours le même jour au même endroit. Donc là, vous voyez une ambulance qui passe, quelqu'un qui passe à vélo, là, tranquillement. Et là, l'homme n'a même pas besoin d'être porté, il rentre en courant dans l'ambulance. Et tout le monde autour est bien évidemment détendu. La troisième scène que je voudrais vous montrer, c'est encore une évacuation d'ambulance. Donc regardez, l'ambulance démarre vite. Pas de chance, les portes étaient mal fermées, donc l'homme qui était dedans est tombé, et là pour le coup il est effectivement blessé. Voilà. Voilà, donc c'est pour vous montrer le contexte. Ce jour-là, on ne filme pas des vraies scènes de guerre, mais on filme des scènes qui sont un petit peu truquées. Alors, on va aller vers la deuxième question, qui est: que disent les collaborateurs de France 2 au sujet des images tournées le 30 septembre 2000 au carrefour de Nazareth? Attendez, je vois qu'il y a du monde là. Est-ce que vous voulez vous installer sur les marches, éventuellement? Monsieur? Vous êtes là? D'accord. Ok. Alors, donc, que disent les collaborateurs de France 2? Alors, on va d'abord s'intéresser au principal protagoniste, puisque c'est lui qui a tourné les images et qui a déclaré au Centre palestinien des droits de l'homme: j'ai passé approximativement 27 minutes à filmer l'incident qui a duré 45 minutes. Donc maintenant, on va voir ce que dit le caméraman de France 2 un an après les faits à la caméra allemande de l'ARD. How long did you film them sitting there? Well, maybe about 6 minutes. You would be surprised that for about 6 minutes is easy for him, but he doesn't know this 6 minutes. This next 6 minutes I took it in 45 minutes shooting in the boat. Donc, on est passé maintenant donc, des 27 minutes à 6 minutes, et il confirme toujours pendant les 45 minutes de tir tiré sur l'enfant. Maintenant, on va écouter la version de Charles Anderlin. The original cassette, the film material itself. I showed it to you here. So that's 30 minutes, the tape. No, altogether the tape is 30 minutes, with what happened before the start of the shooting and the scene. Ok, donc lui parle d'une trentaine de minutes. On peut considérer qu'à l'époque, comme la cassette n'était pas quelque chose sur lequel on se battait, que ces 30 minutes, ce sont les 27 minutes. Donc à l'époque, il devait véritablement y avoir 27 minutes, et c'est ce dont il parle là. Alors, lors du procès en appel, Charles Anderlin et France 2 ont été contraints de nous remettre les images, les fameux rushs. Ils n'en ont présenté que 18, donc ils en ont retiré 9, et moins d'une minute montre les images de la scène Al-Noura. Donc le reste, c'est 17 minutes de n'importe quoi. Pour les 27 minutes de film, c'est un peu étrange. Alors maintenant, qu'a déclaré Charles Anderlin au sujet des images que France 2 détient? Alors, questionné sur son reportage, 3 semaines après les faits, il a affirmé: j'ai coupé l'agonie de l'enfant, c'était trop insupportable. 3 ans plus tard, comme certaines parties de la scène sont insupportables, France 2 a coupé quelques secondes pour respecter notre charte éthique. Et enfin, en 2005, sachant combien on me le reproche aujourd'hui, je diffuserai les quelques secondes de l'agonie de l'enfant que j'avais coupées. Alors maintenant, je vais vous montrer donc ce qu'ont déclaré Denis Jeanbart et Daniel Lecomte, qui sont les journalistes qui, eux, ont vu les 27 minutes de rush au siège de France 2 en 2004. Le visionnage des rushs de France ne nous apprend rien de plus sur l'agonie de l'enfant, ou plutôt si, cette fameuse agonie qu'Anderlin affirme avoir coupée au montage n'existe pas. Le visionnage intégral des rushs démontre aussi qu'au moment où Charles Anderlin donne le gamin pour mort, tué par les Israéliens, c'est-à-dire le soir même dans le journal de France 2, rien ne lui permet d'affirmer qu'il est vraiment mort, et encore moins qu'il a été tué par des soldats israéliens.
Alors maintenant, ce que je voudrais que vous voyez, ce sont les 10 secondes qui ont toujours été cachées au public. Ce sont les seules images que détient France 2 qui suivent la mort de l'enfant. Donc dans les rushs, vous savez, tout est minuté, donc on sait exactement, ce sont les images qui suivent. Donc regardez bien. Donc ça, c'est une fois que l'enfant est mort. Alors, attendez. Regardez bien d'abord le mouvement du coude et ensuite vous verrez les mouvements du pied. Vous voyez, à la fin, il a le pied au-dessus du sol. Vous avez probablement remarqué qu'il y a beaucoup de bruit d'armes automatiques. Alors, une chose importante, quand on regarde la télévision, on ne regarde pas la télévision, on écoute la télévision. C'est-à-dire que la télévision vous dit ce que vous allez voir. Et donc, les bruits des armes automatiques vous font penser que vous voyez des balles. Or, vous ne voyez absolument rien. Je voudrais vous montrer l'avis du médecin expert près de la cour d'appel. Voilà. Sur les images tournées après que l'enfant ait été déclaré mort par l'adulte qui l'accompagnait, on aperçoit nettement sur le document vidéo des mouvements du tronc, une rotation droite de la tête, un mouvement en élévation du coude droit et des mouvements d'extension des deux jambes. Je vous propose, comme aux autres, si vous voulez venir vous asseoir sur les marches, non ? D'accord. Alors, je vous propose maintenant de re-regarder en gros plan, en plan agrandi, les mouvements de l'enfant. Vous allez voir donc son coude se lever et le pied, son coude se lever, sa tête se tourner en direction des images. Regardez bien. Voilà. Ensuite, il baisse son coude et vous voyez le pied au-dessus du sol. Vous n'avez toujours vu aucune balle et en plus du son, vous avez un peu de poussière qui peut vous faire penser qu'il y a des rafales. D'accord ? Est-ce que vous avez bien vu l'image du coude levé ou c'est bon ? D'accord. Alors, maintenant on va poser des questions sur le reportage qui a été diffusé. Est-ce que la première scène du reportage de France 2 est authentique ? Regardez bien. Donc c'est cet homme-là qu'il faut regarder. Les Palestiniens ont tiré à balles réelles. Voilà. Est-ce qu'il n'y a rien qui cloche dans cette scène ? Et je vous réponds oui. C'est que l'ambulance est arrivée en 2 secondes et demie. Alors, 2 secondes et demie, s'il y avait eu quelqu'un qui avait eu la politesse de laisser son téléphone sonner, vous seriez aperçu quand un téléphone sonne, il nous faut plus de 2 secondes et demie pour décrocher le téléphone. Eux, quand ils voient quelqu'un blessé, il leur faut moins de temps pour décrocher, pour arriver. Alors, ce que vous allez voir aussi, c'est qu'il y a ici l'homme, il est filmé par une deuxième caméra. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'à la télévision, on voit extrêmement rarement quelqu'un filmé en direct recevant une balle. Là, il a 2 caméras qui sont braquées sur lui, qui attendent qu'il reçoive sa balle. Et vous allez voir que sur la droite de l'écran, il a même l'ambulance qui est partie avant même, qu'il ait reçu la balle. Regardez, donc il est là. Ah voilà, un téléphone. Voilà, il a plus de 2 semaines. Ok, alors regardez. Regardez. Notre caméraman, les voici. Voilà. Donc vous avez vu l'ambulance qui a démarré avant avec le rétroviseur. Donc lui, toujours au cœur de l'image. Et mouvement étonnant, alors qu'il a pris une balle qui aurait dû le projeter sur la Jeep, non, il a fait un bond d'1 mètre dans la direction opposée. Attendez. Je vais vous le remettre pour que vous voyez. Notre caméraman, les voici. Alors, il a pris une balle dans la jambe droite, mais il n'a aucune goutte de sang sur la jambe droite. Il est traîné sur... On a d'autres images où on le voit traîner sur le sol. Aucune trace de sang alors qu'il est traîné sur la jambe droite. Ensuite, il est posé sur la civière, sur la jambe droite, et il ne se peint absolument pas, alors que c'est là qu'il aurait dû recevoir la balle. Et enfin, au moment où à droite, vous voyez à droite, là il y a l'ambulance, là il y a la Jeep, on fait son évacuation, il y a déjà à gauche le père et l'enfant qui attendent leur tour pour tourner les images. Vous allez voir en plus gros plan. Voilà, ils sont là. Ne vous inquiétez pas, on verra ces images après. Voilà, alors... Est-ce que les Adloura étaient seuls derrière le baril à ce moment-là, quand la scène a été tournée, est-ce qu'ils étaient seuls? Alors, on va écouter ce que nous dit le caméraman. It was clear they were focusing on them because in that area now nobody there except the boy and the father. Nobody. Donc c'était clair, il n'y avait absolument personne ce jour-là, ils étaient seuls. Alors, on va écouter ce que nous dit Charles Anderlin. Nobody could move. Nobody. This is the explanation of Talal immediately afterwards. Nobody could move, and when
driver of an ambulance who got killed by trying to get a wounded person out of the scene. There was strong shooting, and until it stopped, nobody moved in that area. This is what we saw also from the few video scenes that we could get from other cameramen who were there, including the AP cameraman. Donc il nous explique qu'il n'y avait absolument personne. Ils ont, grâce aussi, ils peuvent le voir, grâce aux images de la société de presse et de Reuters. D'accord, de la société de presse. Donc nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on, d'abord, vous vous souvenez, donc le dessin de Talal Abou Rahma, le fortin israélien, le père et l'enfant là. Nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a récupéré les images de la société de presse et de Reuters pour voir si elles prouvaient vraiment qu'ils étaient seuls. Et ce que vous allez voir maintenant, c'est qu'en fin de compte, le caméraman de Reuters se trouvait à 1 mètre du père et de l'enfant, et le caméraman de la société de presse à 2 mètres. Donc il n'était absolument pas seul. Et ce que je vais vous montrer maintenant, ce sont les images. Alors imaginez si je suis un de ces caméramans-là, je filme comme ça, et à ma gauche, j'ai le père et l'enfant. Et c'est ce que vous allez voir à un moment le père et l'enfant. Donc là, c'est la société de presse. Attendez. Donc là, ce sont des images non commentées, ce sont des images brutes d'agence de presse. Ça veut bien venir. Voilà. Vous reconnaissez là la chemise de l'enfant, bleue. Donc là, on voit les gens qui courent dans tous les sens. Un trépied, là, vous voyez, vous allez même voir le pied de l'enfant qui va bouger. Il va, voilà, vous voyez, il est là. Maintenant, il va rassembler, il va remonter sa jambe après. Et là, des gens qui viennent se mettre derrière lui. Vous voyez l'enfant qui enlève son pied. Vous continuez toujours à entendre ces bruits de balles, les ambulances qui passent. Et là, regardez bien à la fin. Vous voyez le fortin israélien, rien ne se passe. Mais à la fin, regardez, donc ces hommes-là qui sont là, si les Israéliens tiraient, ils seraient tous morts. Et regardez sur la droite ce qu'on voit face au fortin israélien. Voilà ce qu'on a. Attendez, on la revoit. J'aimerais bien qu'elle revienne. Il faut qu'elle revienne. Elle ne revient pas. Bon. Dommage. C'était un homme, un journaliste avec un trépied. Et son caméraman. Si vous voulez la revoir, vous verrez à la fin. Un journaliste avec son trépied et son caméraman en train de filmer face à la position israélienne. Donc si les Israéliens étaient en train de mitrailler, ces hommes-là auraient été bien évidemment abattus. On va le revoir juste à la fin. Vous voyez toujours le père et l'enfant qui sont là. Voilà l'enfant. Voilà. Regardez la vue, rien ne part du côté israélien. Donc regardez sur la droite de l'écran là. Voilà, l'homme avec son trépied et sa caméra. Voilà, formidable, là ça passe. Voilà, vous voyez. Mais là, pardon, il y avait une caméra là. Attends, oui, je vous propose vraiment toutes les questions, je vous les propose de les. C'est pas une question. Il y avait une caméra juste quand vous avez montré le début de. Oui, un trépied. Il y avait un trépied et on voyait. Oui, c'est ce que vous allez voir maintenant. C'est le caméraman de Reuters qui filme et qui touche le père et l'enfant, donc qui est juste devant et qui est donc devant le caméraman de la société de presse. Donc on est vraiment là, on touche quasiment le père et l'enfant. Donc vous voyez, regardez, là vous avez donc une voiture qui respecte tranquillement la signalisation. On est bien face au fortin israélien. Une voiture qui s'arrête calmement, quelqu'un qui passe à vélo. La voiture avance. Vous avez 4 personnes comme ça face au fortin qui ne semble craindre absolument rien. Les gens qui courent. On continue à entendre des bruits de balles. Là, on voit le baril en bas sur la gauche de l'écran. Et là, on vient de voir le père qui bouge la pierre avec sa main déjà paralysée, qui bouge la pierre. Là, on voit cet homme qui court avec un téléphone portable. Et à la fin, vous voyez cet homme-là qui passe à vélo, les gens courent dans tous les sens, mais il ne se passe rien. Et à la fin, vous allez entendre la voix du père et de l'enfant, et même l'enfant et le père bouger, passer ses mains devant la caméra. Voilà. Alors, quelle est la provenance des balles qui auraient été tirées en direction des Al-Doura? Donc, le caméraman a déclaré sous serment: je peux confirmer que l'enfant a été tué intentionnellement et de sang-froid et que son père a été blessé par l'armée israélienne. La tuerie a duré pendant
45 minutes. Alors, on va écouter maintenant les déclarations du caméraman. I never saw shooting in my life. 45 minutes shooting in the boy. Donc 45 minutes à tirer sur le garçon. Alors. Well, first of all, as I told you, 20 experience. No, around 20 experience were hiding and shooting only. I mean, I could tell you clearly the focusing. And I could see around the wall, coming to the wall. Ok, donc maintenant une question. Après 45 minutes de tir intensif sur le père et l'enfant, à 80 mètres, pendant 45 minutes, combien d'impact de balles imaginez-vous voir sur le mur? 2000. 2000, d'accord. On va voir ce que nous dit le caméraman. There were many bullets, right? Coming out of it. Yeah, there's some bullets hit, but that doesn't mean anything. Okay, look at the wall. There is a lot of bullets around the wall. You know, I am 40. On the wall, only 40. Donc on est passé de plusieurs centaines, ensuite à 40. Juste pour que vous puissiez vous rendre compte, si on est sur 45 minutes, ça fait moins d'une balle toutes les minutes. Maintenant, on va regarder. Attendez. Voilà. Donc maintenant, en fin de compte, on s'aperçoit qu'il n'y en a que 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8, ça fait moins d'une toutes les 5 minutes. D'accord? Donc c'est extrêmement peu. Ensuite, on regardera dans une partie, je vous montrerai après, la forme des balles, des 8 impacts. Vous verrez que ces 8 impacts ne peuvent pas venir, aucune des balles ne peut avoir été tirée du côté israélien. Elles ont toutes été tirées du côté palestinien parce que ce sont des tirs perpendiculaires, puisque les impacts sont ronds. Alors, l'avis de Jean-Claude Schlinger, qui est l'expert balistique. Talal Abou Rahma déclare que des tirs ont été dirigés sur Jamal et Mohamed Al-Doura pendant au minimum 40 minutes. Si tel avait été le cas, et en supposant qu'un seul tireur ait concentré ses coups de feu dans leur direction pendant tout ce temps, ce n'est pas 8 impacts qui auraient été constatés sur le mur, mais au minimum 2000. Alors maintenant, vous allez voir, ce sont les déclarations du caméraman qui durent 1 minute, dans lesquelles il donne 3 versions des faits, sans interruption. Regardez bien. Did anybody, the Palestinian police also collect the bullets, the rest? Didn't you ask? You're a journalist. It's we have evidence, the gun of the bullet, I filled it, the gun of the bullet, we pick up. The bullets are from the wall. What bullet was it? What would you say? How long was it? You the one from the killer, he continued. From the Palestinian police officer. He said he doesn't know because he couldn't collect the bullets. He said he wasn't there. He didn't collect them. But so you're doing a investigation just like the police. We have some secrets. We cannot give anything. Bon, c'est sans commentaire, mais vous voyez, donc d'abord il ne sait pas, il y a des secrets qu'on ne lui dit pas, ensuite il les a, ensuite c'est France 2 qui les a, bien évidemment au procès, comme j'avais Arlette Chabot, je lui ai demandé, puisque vous avez les balles, peut-être pourriez-vous nous les montrer. Elle ne les avait pas, et donc à la fin, on n'a plus de secrets pour lui, c'est lui qui a des secrets qui ne donne pas ses sources. Voilà. Alors, maintenant je voudrais vous montrer un document qui est accablant pour France 2, qui nous a été fourni grâce à un collaborateur de France 2, c'est un fax que Talal Abou Rahma a envoyé 2 ans après les faits, c'est-à-dire le 30 septembre 2002. J'ai reconnu des gens dans cette salle qui ont participé à la manifestation qui a eu lieu le 2 octobre 2002 devant France 2 et qui demandaient à ce que France 2 reconnaisse que les tirs ne venaient pas de la position israélienne. Regardez le fax que Talal Abou Rahma a envoyé, France 2 ne l'a jamais montré. C'est donc, ça a été, et encore une fois, il a été authentifié et certifié, hein, jamais contesté en justice, c'est bien sa signature, et voilà ce qu'il dit, vous allez voir. Je n'ai jamais dit à l'Organisation palestinienne des droits de l'homme à Gaza que les soldats israéliens avaient tué intentionnellement ou en connaissance de cause Mohamed Al-Doura et blessé son père.
tout ce que j'ai toujours dit dans les interviews que j'ai données et que d'où j'étais, j'ai vu que les tirs venaient de la position israélienne. Rien que ce fax aurait dû normalement, depuis 7 ans, il y a 7 ans, contraindre France 2 à changer de position. Et ça, ils ne l'ont pas fait. Alors qu'ils l'ont, si je l'ai, ils l'ont forcément. Alors maintenant, on va écouter ce que nous dit Charles Anderlin sur ces impacts de balles, parce que vous vous rappelez qu'on était en train d'analyser l'impact des balles. All the witnesses I talked to told me the shooting was coming from the direction or from the Israeli position itself. Donc, vous avez vu la déclaration, donc grâce aux témoins. Alors, en effet, ils ont des témoins. Au procès, France 2 a présenté des témoignages écrits qui ont été utilisés pour certifier leur déclaration. Alors, je voudrais vous en montrer certains témoignages auxquels Charles Anderlin fait référence. Nous avons vu les soldats israéliens tirant des missiles en direction du poste palestinien de sécurité. Il y avait un avion qui tirait d'en haut, le camp militaire israélien se trouvait exactement en phase 2. Bon, donc là on est sur des missiles et des avions, et en phase 2, vous avez bien vu que le camp n'était pas en phase 2. Il y avait des hélicoptères, des snipers israéliens qui tiraient des missiles anti-tanks sur le poste de sécurité palestinien. Il n'y en a toujours que 8 balles, 8 trous dans le mur. Et enfin, AFP. Voilà. Je ne peux pas imaginer qu'un être humain ait pu rester en vie s'il avait essayé de se positionner derrière Mohamed et son père. Il n'y avait personne, absolument personne dans toute la zone. Vous pouvez bien évidemment voir que toutes ces déclarations sont totalement incohérentes avec la version de France 2. Alors, je vais un peu baisser le son, je crois. Voilà, donc ça, c'est... vous allez voir donc maintenant Arlette Chabot donner son avis. Moi, personnellement, j'en reste sur les tirs. Ich persönlich glaube weiterhin, dass die Schüsse von der israelischen Armee kamen. Bislang habe ich nicht den geringsten Hinweis, der mir erlauben würde zu sagen, wir haben es mit einer Inszenierung zu tun. Und ich frage mich, was sollte eine Inszenierung überhaupt? Es gibt genug Opfer von beiden Seiten, man braucht nicht noch welche hinzuzufügen. Also bislang gibt es keinen Beweis für diese Anschuldigungen. Es gibt also nicht den geringsten Grund, an der Echtheit dieser Szene zu zweifeln. De la réalité de la scène. Nun will France 2 eine Untersuchungskommission unterstützen unter Beteiligung des Präsidenten der Juden in Frankreich. Der Sender ist sich noch immer sicher, keine Fälschung gesendet zu haben. Jedenfalls nicht im Fall Al-Dura. Okay, donc cet extrait est donc tiré du reportage qui a été diffusé par la télévision allemande au mois de mars 2009 dont je vous ai parlé. Alors maintenant un deuxième extrait qui va nous parler de balistique. Philippe Cassonti bietet vor Gericht immer neue Indizien auf und Sachverständige wie den führenden Ballistikexperten Frankreichs Jean-Claude Schlinger. Er vermisst die Einschusslöcher und berechnet die Schusswinkel. Auch sein Gutachten kommt zum Ergebnis, die Schüsse kamen nicht aus Richtung der Israelis. Als Schussposition kommt für ihn nur der palästinensische Posten in Frage, der Wachturm Pita. Was die Positionen der israelischen und palästinensischen Schützen zum Zeitpunkt des Geschehens angeht, kommt als einzige Möglichkeit für die Schüsse der palästinensische Posten Pita in Frage. Er liegt hinter dem Fotografen und rechtwinklig zur Wand. Oder es waren einzelne Schützen zwischen dem Pita-Posten und der Mauer, wo sich die sogenannten Opfer befanden. Das also schließt die Möglichkeit aus, dass die Schüsse vom israelischen Posten kommen konnten. Donc juste pour préciser, Jean-Claude Schlinger est l'expert balistique numéro 1 en France. Alors, on va arriver aux deux dernières questions qui sont: est-ce que Jamal Al-Doura a été blessé au carrefour de Netzarim le 30 septembre 2000 devant la caméra de France 2? Et enfin, est-ce que Mohamed Al-Doura a été tué au carrefour de Netzarim le 30 septembre 2000 devant la caméra